Bonjour, ici Bruno Guglielminetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Mon Carnet, l'édition du vendredi 3 juillet 2020. Au sommaire de cette édition, en marge du sommet mondial pour le secteur public de AWS, qui se tenait en ligne mardi dernier, on va parler à Régent Bourgault, qui est leader national secteur public chez AWS Canada, pour parler de la forte demande dans le domaine de l'infonuagique pendant la pandémie, et d'ailleurs, ça se poursuit encore. Il y a une demande qui est accrue si on compare à l'an dernier. On va aller faire un tour du côté de Moncton pour parler à Eric Dow, le responsable des communications à la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Ils viennent de mettre en ligne un portail bilingue de vérification des faits dans le contexte de la COVID-19, un méchant défi. Et puis, on va aller rejoindre le grand patron d'Infopresse, Arnaud Granata. Infopresse qui organise le 7 juillet prochain une conférence virtuelle intitulée « Événementiel post-COVID-19 ». Avec lui, on va parler de ça, mais on va également parler du boycottage de Facebook par les grandes marques et de bien d'autres sujets. Aussi, dans cette édition, je vous propose une première. On va entendre 5 auditeurs qui ont découvert une application en particulier, mais pas la même, là, pendant la pandémie. Ils vont nous en parler. Sinon, mes collègues sont là. Il y a Jean-François Poulain qui va nous parler avec ses invités du lien qui existe entre la façon des commerçants d'aborder le sujet de la COVID-19 sur leur site web et leur vente, autant celle en ligne que celle en vraie boutique, vrai entre guillemets. Stéphane Ricoul répond à vos commentaires en lien avec la question de l'identité numérique qu'il a abordée la semaine dernière. Et puis Thierry Weber nous envoie une carte postale sonore de sa van life pour faire voyager virtuellement vos oreilles. Juste avant de passer à tout ce monde-là, je prends un instant pour saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Cette semaine, salutations à Nancy Robert, Julie Dessureau, Denis Gilbert, Michael Chevrette et Mathieu Cloutier. À vous 5, merci pour votre écoute. Et puis, merci à vous également. Je le répète chaque semaine, mais c'est important. Merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Merci de m'accueillir entre vos deux oreilles. Ça me fait plaisir et j'espère que vous aurez une bonne écoute. Vous me permettrez de ne pas parler donc de boycottage de Facebook en ouverture de l'actualité. Je viens de le dire, on va en parler un petit peu plus tard avec Arnaud Granata d'Infopresse. Mais bon, on va quand même parler de Facebook parce que Facebook révélait cette semaine qu'un mécanisme qui doit empêcher les développeurs d'applications de recevoir des données d'utilisateurs si les utilisateurs n'utilisent pas leur application pendant 90 jours, ce mécanisme-là, ça n'a pas fonctionné. Résultat, c'est plus de 5000 développeurs d'applications qui ont continué à recevoir des données sur les abonnés de Facebook malgré tout. La seule bonne nouvelle dans cette affaire-là, c'est que la faille aujourd'hui, elle est colmatée. Parmi les informations que Facebook partageait et partage encore avec des développeurs d'applications, on trouve les adresses courriels des utilisateurs, leur date de naissance, leur localisation, la liste de leurs amis ou le genre de la personne. Sinon, on a également appris que Facebook allait fermer son application Lasso, sa copie de TikTok lancée il y a 2 ans. Sans surprise, l'application Lasso qui sert à produire des courtes vidéos, ça n'a pas vraiment connu de succès dans les pays où c'était disponible. C'était disponible aux États-Unis, au Mexique et aussi dans quelques pays de l'Amérique du Sud. Le projet ne semble pas avoir trop décollé auprès du public. Tiens, parlant de Facebook, il y a Google qui a retiré de sa boutique Play Store plus de 25 applications Android qui volaient des identifiants Facebook. Un retrait qui suit une trouvaille faite par les gens de la société de cybersécurité Evina qui a tiré l'alarme en détectant ces 25 applications malveillantes. Au total, on dit que ces applications qui ont toutes été créées par le même développeur auraient été téléchargées plus de 2,3 millions de fois. Un conseil, si ce n'est pas déjà fait, activez donc l'authentification
à 2 facteurs de Facebook. Ça réglera le problème si vous vous faites voler vos identifiants. C'est vrai pour Facebook, mais c'est également vrai pour tous les autres services en ligne qui offrent la double authentification. Maintenant, si vous êtes curieux de savoir si vous avez de ces applications sur votre téléphone Android, ben voici quelques noms en rafale: Super Wallpaper Flashlight, Wallpaper Level, Contour Level Wallpaper, iPlayer and iWallpaper, Color Wallpaper, Powerful Flashlight et Daily Horoscope Wallpaper. Au chapitre des applications qui en font pas mal plus que le client en demande, cette semaine, on est vraiment gâtés. Il y a celle dont je parlais précédemment sur Android, mais la nouvelle version bêta du système d'exploitation iOS 14 nous a également permis de découvrir qu'il y avait vraiment un grand nombre d'applications sur iPhone qui voulaient en savoir pas mal plus sur les utilisateurs que ce qu'on pensait qu'ils voulaient savoir finalement. Le premier de la parade, c'est TikTok qui a encore une fois été pris la main dans le sac, alors que l'application actuelle, comme une version antérieure, espionne le presse-papier du iPhone. Le plus embêtant dans l'affaire, c'est que ByteDance, l'éditeur de TikTok, avait juré au début de l'année que c'était réglé cette affaire-là. Mais là, la version bêta de iOS 14 nous permet de voir que ce n'est pas le cas. Depuis que l'histoire est sortie, ByteDance a dit avoir poussé sur le App Store d'Apple une nouvelle version de l'application qui corrigerait la situation. Est-ce que c'est vrai? On va voir. Mais TikTok est pas seul dans son camp. La version bêta de iOS nous a fait découvrir qu'une bonne 50aine d'applications pour iPhone nous espionnent plus que nous le pensions, ou du moins fréquentent pas mal beaucoup plus la fonction presse-papier que ce qu'on pensait. Quand je parle du presse-papier, c'est cet espace de mémoire éphémère sur notre téléphone où on conserve des infos pour un court laps de temps. Du lot, je vous donne quelques noms d'applications qui ont été prises à défaut, et pas les moindres quand même: le jeu Pug Mobile, Rui Ninja, Bejeweled, Dance and Zombie Heroes, Viper, AccuWeather et Hotel Tonight. Bon, je termine sur le sujet des applications curieuses avec un cas canadien. Fête du Canada oblige. C'est la presse canadienne qui nous apprenait cette semaine que l'application de Tim Horton est sous enquête par plusieurs commissaires à la vie privée au pays. Il semble que l'application pourrait recueillir et utiliser des données sur les déplacements de ses utilisateurs lorsqu'ils font autre chose que se commander des beignes ou un café pendant la journée. Le commissariat à la protection de la vie privée du Canada, de l'Alberta et de la Colombie-Britannique et la Commission d'accès à l'information du Québec sont sur le cas de Tim Horton. Les commissaires veulent vérifier que la chaîne respecte bien les différentes lois sur la protection des renseignements personnels au pays et si les utilisateurs de l'application ont vraiment donné un consentement valable pour leurs données de géolocalisation. De son côté, Tim Horton promet de coopérer à l'enquête et ajoute avoir récemment mis à jour son application pour limiter la collection des données de localisation. Deux infos concernant l'impact de la pandémie et le monde en ligne. Cette semaine, j'apprenais que pendant le confinement, les publications sponsorisées sur Instagram ont chuté de 30%. Il y a la compagnie Social Bakers qui s'est penchée sur le travail des influenceurs depuis le début de la pandémie et celui du secteur du marketing d'influence pour voir l'impact du confinement mondial dans le secteur. En mesurant seulement l'utilisation du hashtag AD pour ad, pour publicité, Social Bakers a immédiatement remarqué une baisse de 37% de ce type de publication sur Instagram depuis le début du confinement. Et oublions l'interaction avec ce type de publication des influenceurs,
parce que de ce côté-là, les internautes n'avaient pas la tête à ça et ça a provoqué une chute de 41% de la mesure d'interaction en avril par rapport à la même période l'an dernier. Un autre effet de la pandémie, mais maintenant chez Twitch, on peut dire que cette plateforme est l'un des gagnants du confinement. Twitch a enregistré plus de 5 milliards d'heures de visionnement pour la période d'avril, mai et juin, ce qui vient battre son record du premier trimestre de 2020. Twitch avait alors un nouveau record d'utilisation. On parlait de 3 milliards d'heures de visionnement. Et pour ceux qui aiment mettre les choses en perspective, la plateforme de diffusion vidéo d'Amazon a fait un bond de 83% comparativement à l'an dernier à la même période. Parlons un peu de Google et de téléphonie. Google a confirmé l'arrêt de production de son téléphone Pixel 3a. L'appareil qui a tout juste 1 an de vie et qui était vendu pour une bouchée de pain quand on pense à ce qu'il peut faire, notamment dans le secteur de la photo. Et quant à moi, ça aura été un de mes appareils préférés en termes de qualité-prix. On a appris aussi qu'en Europe, le Google Store a vendu tous les stocks de Pixel 3a et a mis un terme à la vente. Donc, pour ceux et celles qui voudraient acheter un Pixel 3a là-bas, le produit est toujours disponible auprès des revendeurs jusqu'à épuisement des stocks, selon le communiqué de Google. De ce côté-ci de l'Atlantique, toutefois, le téléphone Pixel 3a est encore disponible à la boutique en ligne de Google. Du moins, j'ai vérifié juste avant l'enregistrement du podcast, mais je ne pourrais pas vous garantir à quoi ressemblent les stocks. Entre nous, cette décision de Google, ça sent un peu l'annonce d'un nouveau téléphone de la même gamme de la part de l'entreprise. Alors, c'est à suivre et probablement très bientôt. YouTube, cette semaine, n'a vraiment pas chômé. La plateforme de vidéo de Google a supprimé plus de 25 000 chaînes pour violation des règles sur les discours de haine. Et de l'autre côté de la rue, il y a le réseau de discussion Reddit qui a fait pareil et qui a supprimé de son côté 2000 communautés pour avoir enfreint les nouvelles politiques de contenu de la plateforme. Depuis quelques semaines, les plateformes sentent la pression sociale pour faire du nettoyage en matière de contenu haineux et un peu partout, on commence à voir des offensives dans le secteur. C'est une bonne nouvelle. Spotify propose désormais son forfait Premium Duo au Canada pour 13 $ par mois. En France, si vous m'écoutez de là, on parle de 13 € par mois. Et puis tiens, j'en profite pour saluer ceux d'entre vous qui m'écoutez depuis Spotify, en passant par l'application mobile ou la version web. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine à le faire. Bref, je reviens à Spotify. L'offre Spotify Duo propose 2 comptes séparés réunis sur la même facture. Avec cette offre, les 2 utilisateurs ont accès à leur propre liste d'écoute et recommandations, mais ils peuvent également écouter des pièces musicales en commun par le biais de la fonction Group Session. Il est également possible dans ce contexte d'utiliser la fonction Mix Duo qui propose une liste d'écoute automatique composée des pièces préférées des 2 utilisateurs. Une belle façon de couper la poire en deux si vous écoutez la musique en compagnie de l'autre utilisateur du compte à la maison ou sur la route. Je termine avec une très bonne nouvelle. Il y a 3 mois, Druid Informatique mettait l'édition web d'Antidote gratuitement à la disposition de sa clientèle multiposte jusqu'au 30 juin 2020. Eh bien, cette semaine, le grand Druid lui-même a annoncé que l'accès gratuit était prolongé jusqu'au 31 décembre. Mais je le rappelle, on parle ici d'un accès à l'outil web pour les clients déjà payants de la trousse Antidote. Selon Druid, l'éditeur d'Antidote, à ce jour, 337 organisations de toute taille, entreprises et institutions d'enseignement, ont décidé d'utiliser la version d'Antidote Web. Au total, ça signifie plus de 1 256 000 utilisateurs.
Vous avez peut-être vu cette semaine passer sur les réseaux sociaux une invitation de ma part qui se lisait comme suit. Avez-vous découvert une application depuis le début de la pandémie et pourquoi vous l'appréciez? Et là, pour les gens qui voulaient me répondre, je demandais de m'envoyer une réponse vocale de pas plus de 30 secondes. Eh bien, merci. Vous avez été nombreuses à le faire et j'ai pas eu trop de Zoom ou de Microsoft Teams dans vos découvertes. Alors, je vous propose d'écouter 5 réponses, 5 découvertes et on commence avec celle envoyée par Steve Pro, l'éditeur du site lesécrans.ca. Pendant la pandémie, j'ai découvert l'application Relax Melodies, qui est une application créée à Montréal pour faire de la méditation et on peut aussi enregistrer, créer en fait des bandes sonores qu'on écoute pendant la nuit avec toutes sortes de sons relaxants. J'ai trouvé cette application vraiment bien faite et je l'ai adoptée. Bonjour Bruno, pour moi ça sera l'application Bixi. Je sais que l'application existe depuis longtemps, mais je n'ai jamais autant pris de Bixi depuis la pandémie. Donc, puisque j'ai arrêté de prendre le métro et le bus et je me déplace uniquement en vélo pour le moment en tout cas. Donc l'application Bixi simplifie mes déplacements, elle permet de déverrouiller mon vélo facilement et me permet aussi de suivre mon trajet. Donc je la trouve géniale. Salut, c'est Max. Une des applications que j'ai découvertes récemment, puis que j'aime beaucoup, ça s'appelle Bowling Crew. C'est un jeu de bowling gamifié avec des boules qui ont des pouvoirs spéciaux, des allées où est-ce que les quilles sont positionnées de manière vraiment funnée. Puis le meilleur dans tout ça, c'est que ça se joue en ligne contre d'autres gens dans des petites sessions de bowling de 3 carreaux. Fait que ça joue super vite. C'est vraiment le fun à jouer. Moi, j'aime beaucoup les quilles et je trouve que c'est vraiment réconfortant comme jeu. Puis de pouvoir jouer des petites sessions de même en ligne sur le téléphone, c'est vraiment le fun. Bonjour Bruno, ici Josiane Brousseau de chez Néomédia, agence marketing web. Eh bien, l'application qui a changé notre vie durant les derniers mois, durant la période de confinement, ça a été Zencastr. Nous avons pu recevoir, grâce à Zencastr, plusieurs invités et améliorer la qualité de notre podcast. L'application est offerte gratuitement à l'essai et par la suite, bien entendu, coûte une certaine mensualité par mois. Je vous invite à la découvrir et pouvoir améliorer vous aussi votre podcast. À bientôt. Moi, c'est Christian Hamel. L'application que j'ai découvert pendant le confinement, ça s'appelle le Merlin. Ça permet d'identifier les oiseaux qu'on voit lorsqu'on se promène en forêt ou tout simplement dans notre cour. C'est une application qui va permettre de trouver selon la géolocalisation, sinon une photo. Puis on peut avoir aussi un bottin qui va permettre d'avoir une fiche complète avec les sons et les cartes des endroits qu'on pourrait trouver cet oiseau. Alors, je le conseille à tous les gens qui sont amateurs d'ornithologie. Cette semaine se tenait le sommet mondial pour le secteur public de AWS, un rendez-vous annuel qui permet à l'entreprise de vanter ses bons coups et présenter ses nouvelles solutions infonuagiques pour aider les organisations, dans ce cas-ci les gouvernements locaux, provinciaux et nationaux. On a d'ailleurs appris que AWS se lançait maintenant dans l'infonuagique spatial. On vient de dépasser d'un coup le concept du nuage informatique pour cette annonce. Mais bon, de mon côté, cette rencontre m'a permis de m'entretenir avec Régent Bourgault, qui est le leader national du secteur public chez AWS Canada, pour parler de la forte demande, pour ne pas dire pression, dans le domaine de l'infonuagique pendant la pandémie. Et vous allez l'entendre, tout le secteur était vraiment en demande. Régent Bourgault, bonjour. Oui, bonjour, M. Guglielminetti. Je prends le prétexte cette semaine de la rencontre que vous avez organisée. Vous avez parlé beaucoup de téléapprentissage, notamment. Vous avez parlé évidemment beaucoup de la réalité dans le secteur public, des besoins, mais je prends le prétexte pour vous lancer aussi sur la COVID-19. Ça a énormément occupé vos équipes, vos partenaires. Mais si on commençait d'abord, donc, la COVID-19 et vos partenaires dans le monde de AWS, comment ça vous a marqué? Premièrement, j'aimerais tout d'abord saluer les gens de la première ligne, autant au Québec qu'au Canada, dans le système des hôpitaux, des CHSLD. Là. Je salue le travail qu'ils ont fait, incroyable, pour aider nos citoyens. Du côté d'Amazon et AWS, on était très occupés avec la COVID. On avait des réunions régulières tous les jours, en fait, pour pallier à la demande. Pour vous donner une idée de la demande, on a eu une demande au niveau du divertissement. Vous avez vu avec Netflix qui roule sur la plateforme d'AWS. On a eu une demande énorme au niveau de l'éducation. Si on regarde une compagnie comme D2L, Desire to Learn, l'Université McGill roule sur D2L, ils ont vu leur croissance au niveau des vidéos, de la demande de vidéos de 10 à 20 fois.
Donc ça, c'est dans le domaine de l'éducation. Si on regarde du côté de la santé, en Ontario, il y a une compagnie que vous avez entendu parler lors du sommet du 30 juin qui s'appelle OTN. Et cette compagnie-là offre, en fait, cette organisation-là gouvernementale offre des solutions de vidéo pour la télémédecine. Leur croissance a été augmentée de 4000% durant la pandémie. Et ça, c'était dans la lettre des actionnaires là, de Jeff Bezos dernièrement. Donc, il y a une demande énorme aussi au niveau, par exemple, des centres de contact pour les prestations d'urgence pour les citoyens qui ont été répondues par des millions de personnes. On a dû bâtir avec notre partenaire Accenture un centre de contact pour emploi Canada et on avait 2600 agents qui ont été créés virtuellement, donc les agents étaient à la maison pour répondre à 40 000 appels par jour. Et ça a été déployé sur notre technologie Amazon Connect dans le cloud en l'espace de 4 jours seulement. Donc ça vous donne une idée. On a eu aussi aux États-Unis 14 États qui ont déployé ce même genre de technologie Amazon Connect pour l'assurance chômage. M. Bourgault, quand je pense à vous et à AWS, là, on le sait dans l'histoire, j'allais dire la courte histoire, là, parce que ça fait pas 100 ans que ça existe, on vous voit toujours vous préparer pour évoluer ou pour répondre aux besoins de vos partenaires que de leurs consommateurs, puis ce que vous disiez là, comme données, ça illustre bien la chose. Sauf que d'évoluer d'année en année ou de mois en mois et du jour au lendemain de répondre à un tsunami de demandes, que ce soit dans le divertissement, que ce soit dans la santé, dans la gestion des communications, comment on se retourne puis on répond à ça? Ça, c'est de la planification à long terme. Hein. On suit de très, vous aviez une équipe, là, vous avez une petite case, c'était écrit « pandémie ». Non, on a plus une équipe d'infrastructure mondiale qui supervise et s'assure qu'on a une très, très grande capacité. Et pour vous donner une idée, dans ces évaluations de capacité-là, on a lancé au mois de mars une 3e zone de disponibilité ici à Montréal. Donc maintenant, au Canada, on a 3 zones de disponibilité. Les 3 zones se trouvent à Montréal. De la manière qu'on bâtit, on a 24 régions dans le monde. Donc, le Canada est une région et en fait, la région au Canada est à Montréal. Et à Montréal, on a 3 zones de disponibilité. Donc, vous pouvez imaginer l'équivalent de plusieurs centres de données répartis à différents nombres de kilomètres entre chacun pour subvenir aux besoins. Entre autres, Québec.ca roule sur AWS. Ils ont eu une très, très forte demande avec Québec.ca, /coronavirus. Et à un point, ils ont reçu au-dessus de 50 millions de visites juste sur cet onglet-là là, du site. Donc, eux autres roulent et sont hébergés sur notre région de Montréal, entre autres. D'ailleurs, ça, c'est une belle histoire, hein, parce qu'à un moment donné, on se rendait compte que dans tout l'appareil gouvernemental, leur présence sur Internet, il n'y avait que cette page-là qui répondait bien, alors que les autres sites web du gouvernement qui n'étaient pas encore migrés sur québec.ca, eux, avaient de la difficulté à répondre lorsqu'il y avait des annonces officielles. Ça, c'est un bel exemple de ce que vous amenez comme partenaire, ça. Bien, ça, c'est un bel exemple au niveau aussi d'une fonctionnalité qui est très particulière au cloud AWS, qui est l'autodimensionnement, ou en anglais, on appelle ça autoscaling. Ce que ça permet de faire, c'est qu'au directeur d'IT, des technologies du gouvernement du Québec, il n'y a pas à s'inquiéter parce que sa page, son site web, en fait, est dimensionné en fonction de la demande. Donc, il n'y a jamais, souvent on dit, hein, les gens de technologie, on veut bien dormir la nuit, mais ça, c'est de savoir que ton site, avec les technologies AWS, peut grossir autant de serveurs qu'on a besoin. On n'a pas besoin de se préoccuper de savoir est-ce que je dois faire une acquisition à la toute dernière minute d'équipement, puis là, il y a une demande mondiale d'équipement. Là, nous autres, avec le cloud, on peut vraiment gonfler en fonction des besoins du client. Revenons à l'exemple que vous mentionniez par rapport à la télééducation. Vous parliez de McGill notamment. Ça, c'est le cas de McGill, mais à travers la planète, ça a dû être une grosse demande sur votre réseau parce que du jour au lendemain, toutes les institutions devenaient virtuelles. Oui, il y a eu une très, très grosse demande. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'UNESCO a dit qu'il y avait 1,2 milliard d'étudiants dans 86 pays qui ont dû être envoyés à la maison. Donc, on ne peut plus continuer l'école de façon normale. Donc, il y a eu un revirement énorme et un de nos plus grands partenaires au monde, Blackboard, qui est une plateforme d'éducation, ont vu leur demande multipliée par 50. Donc, définitivement, on doit aider ces clients-là. Une autre école qu'on peut parler, c'est Humber College, qui est en Ontario. Eux autres, ce qu'ils ont fait, ils ont déployé une technologie qui s'appelle Amazon AppStream.
Vous voyez, ce que ça permet de faire, c'est que maintenant, les étudiants à la maison ont accès à 450 logiciels qui, avant, n'étaient pas disponibles. Ils étaient seulement disponibles si j'allais dans les laboratoires. Vous savez, ici, dans une université ou dans un collège, des fois, il y a des laboratoires spécialisés pour des logiciels très, très particuliers et on demande aux étudiants, voici les heures très précises que vous pouvez aller dans le laboratoire. Maintenant, on a donné accès à tous ces logiciels-là à partir de leurs ordinateurs à la maison. Donc ça, c'est Amazon AppStream. Puis au niveau du télétravail, il a fallu aider énormément d'organisations. Si on prend Athabasca University, eux autres, il y avait 180 personnes qui travaillaient pour l'organisation, du personnel. Ils sont allés à la maison, puis on a déployé une technologie qui s'appelle Amazon Workspaces. Donc, ça permet à n'importe quel type d'ordinateur de déployer toute l'infrastructure requise pour pouvoir accéder au logiciel de l'organisation pour le télétravail. La compagnie Pacific Blue Cross dans l'Ouest qui fait des assurances, on est parti de 0 employé qui était en mode virtuel à 600 employés avec Amazon Workspace. Et ça dans un temps record. Je vous écoute, puis bien, évidemment, c'est pas terminé, puis vous allez devoir encore faire pour utiliser le mot, des pirouettes, pour pas dire des miracles, pour aider vos partenaires, les entreprises qui veulent utiliser vos solutions. Mais quand vous regardez ça, les 4 derniers mois là, qu'on a passés, qu'est-ce que vous retirez comme leçon de ça? Ben, je pense que on voit que le cloud, c'est devient la nouvelle norme. Puis, on voit comment est-ce que le cloud est très, très utilisé dans différents secteurs. On a parlé de télétravail, on a parlé d'éducation, on n'a pas parlé de recherche. Amazon a déployé un budget de 20 millions pour aider la recherche. Puis, une très belle histoire qu'on a en ce moment, c'est avec l'Université de British Columbia, le UBC, puis avec notre centre d'innovation cloud qu'on a lancé au mois de janvier. Eux autres, en partenariat avec plusieurs organisations, dont le Vancouver Coast Health Research Institute, les radiologistes du Vancouver General Hospital, AWS, Element AI, Sapient Machine Learning, puis Extract AI. Ils se sont mis ensemble. On a déployé un modèle AI, donc intelligence artificielle, pour faire l'analyse de 3000 poumons qui venaient de 7 pays dans le monde. Donc, ces poumons-là avaient tous été infectés avec la COVID-19. Puis, on fait ce qu'on appelle une analyse de CT scan en anglais ou la tomodensitométrique. Donc, ce qu'ils font, ou en TDM en français, c'est qu'on a fait l'analyse avec un modèle d'intelligence artificielle en mode open source, en logiciel ouvert. Puis ça va nous permettre d'étudier un nouveau patient qui arrive, par exemple, à l'hôpital, puis faire un TDM, puis savoir si la personne a la COVID-19. Donc, nous, ce qu'on voit, c'est que les organisations qui ne sont pas dans le cloud aujourd'hui regardent le cloud de façon comme une solution très, très importante pour le futur. Donc, souvent, on dit, nous autres, que au processus des années, on voit de plus en plus d'organisations qui vont se tourner vers le cloud. C'est intéressant parce que dans l'exemple que vous venez de donner, je me souviens, il y a d'autres centres comme ça à travers la planète et je me faisais la réflexion toujours quand j'avais vu ces annonces-là, ces centres-là étaient là pour améliorer la vie des gens. Dans le cas du centre de Vancouver, c'est carrément pour sauver la vie des gens. Oui, effectivement. Effectivement, c'est ce que. Puis on travaille sur plusieurs projets. Ils reçoivent des demandes à travers le Canada et ils commencent à avoir une très, très belle réputation aussi à ce qui s'est fait à UBC. Ben, Régent Bourgault, leader national de la section publique d'AWS au Canada, merci d'avoir pris le temps de nous parler. À la prochaine. Au revoir. Merci. Je vous préviens, on va défier virtuellement les lois néo-brunswickoises le temps d'une entrevue. Je dis ça parce qu'actuellement, les Québécois ne peuvent que passer au Nouveau-Brunswick, mais pas s'y arrêter, because la pandémie, comme on dirait en chiac. Alors, on va aller rejoindre Éric Dahl, le responsable des communications de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick, pour nous parler d'un nouvel outil qu'ils viennent de lancer pour combattre la désinformation concernant la COVID-19. Je parle du portail bilingue faitcovid19.ca. Bonjour Éric Dahl.
Bonjour Bruno, ça va bien? Ça va très bien, merci. Dites donc, cette semaine, vous avez lancé le portail FaitCovid19. Qu'est-ce que c'est le portail FaitCovid19? FaitCovid19.ca, c'est un portail de vérification des faits bilingues, spécifiquement sur la question de la désinformation et de la désinformation reliée à la COVID-19. Donc, nous, la SANB, on est porte-parole des Acadiens et des francophones sur le territoire du Nouveau-Brunswick. Puis, on avait premièrement développé c'est un projet de lutte contre la désinformation, spécifiquement sur le dossier des langues officielles, qui est notre cheval de bataille traditionnel à la SANB. Donc là, au mois de mars, on avait lancé un premier projet appelé ExactNB, qui vise encore c'est la lutte contre la désinformation pour les langues officielles. Malheureusement, on a lancé ça à la fin du mois de mars, le jour avant que la crise sanitaire a été décrétée par le gouvernement. Donc, ça nous a un peu enlevé le vent des voiles dans ce projet-là. Mais ça a été en quelque sorte un mal pour un bien, parce qu'on s'est posé la question, comment est-ce qu'on peut se servir de ce projet-là et les technologies qu'on avait développées, c'est pour les mettre à profit de la population dans le contexte de la crise sanitaire qu'on vit actuellement. Donc là, on a par la suite déposé un projet à Patrimoine canadien pour les fonds destinés pour la promotion de la citoyenneté numérique. Et donc là, ça nous a apporté sur un chemin le lancement de la plateforme FaitCovid19 qu'il y a eu lieu hier. Comment ça fonctionne, FaitCovid19? Est-ce que vous avez une armée de journalistes qui se promènent à travers le web et les réseaux sociaux ou c'est du traitement machine avec l'intelligence artificielle? D'abord, on a une équipe qui travaille avec nous, des gens issus de divers domaines, du domaine journalistique, du milieu de la santé, etc., pour assurer la rédaction puis la vérification des contenus qu'on publie sur notre site web. Donc, on a des gens qui ont expérience avec l'Organisme mondial de la santé. Et là, au niveau de l'équipe de vérification des faits, c'est principalement des gens issus du domaine des communications puis du milieu journalistique qui assurent la rédaction et la vérification des faits en tant que tel. Et là, enfin, la dernière étape, là, vu qu'on traite de sujets reliés au domaine de la santé, on a une chercheuse, Roxane Garrett, qui travaille avec nous, une femme originaire du Nouveau-Brunswick, mais qui travaille actuellement dans un institut de recherche à Boston, justement sur la question de la COVID-19. Puis on a également une urgentiste de la région de Moncton, Dr. Marie-Josée McGraw, qui travaille également avec l'équipe de validation scientifique. Et enfin, le Dr. Jitin Sekri, encore établi ici au Nouveau-Brunswick. Évidemment, il y a un aspect technologique. Donc, nous, c'est dans le cadre du premier projet dont je parlais plus tôt, relié aux langues officielles. On avait approché une firme de batters, c'était Web Solutions, pour nous aider dans le cadre de ce projet-là. Puis la solution qu'ils nous avaient un peu proposée, c'était un système de gestion de contenu qu'ils ont créé appelé FactPress. Donc, FactPress, la façon que ça fonctionne, c'est que c'est un système de gestion de contenu où ce qu'on a intégré les normes du International Fact-Checking Network, ainsi que les normes de Schema.org, Facebook, Google, Twitter, etc., pour aider à structurer les données. Donc là, quand un contenu est créé en utilisant FactPress, l'utilisation des données structurées fait en sorte que les algorithmes de Facebook, Google, Twitter, etc., peuvent plus facilement repérer notre contenu comme étant du contenu qui est vérifié. Donc, ça fait en sorte que, par exemple, si quelqu'un irait dans Google, par exemple, puis il pose la question, est-ce que la 5G aide dans la transmission de la COVID? Ben là, s'il y a un article sur notre site web qui traite spécifiquement de cette question-là, en raison de l'utilisation de FactPress, les algorithmes des moteurs de recherche, il y aura une plus haute probabilité qu'ils reprennent nos contenus parce qu'on finit par cocher plein de boîtes qui font en sorte que l'information est jugée comme étant vérifiée comparativement, par exemple, quelque chose qu'un monsieur ou madame tout le monde a pu écrire sur un blog, par exemple. Donc, vous avez lancé cette semaine ce portail bilingue. Qu'est-ce que vous espérez qui va arriver avec FaitCovid19? Nous autres, c'est sûr qu'on essaie de voir ça dans un optique de continuité également. Donc là, j'ai un peu expliqué la genèse du projet. Là, on pourrait dire qu'on est un peu arrivé dans la phase 1 ou 1,5, on pourrait dire. Nous, on vise quand même long terme avec ça. Nous, le financement accordé de Patrimoine canadien se termine en 2021. On est déjà en train de regarder à des différentes avenues pour diversifier les fonds au niveau de ce projet-là, pour assurer une pérennité du projet. Parce que je pense qu'il faut pas oublier que dans tout ça, nous, ce qu'on essaie de faire en tant qu'organisme porte-parole de la société civile, c'est on veut vraiment utiliser ce projet-là comme un vecteur d'innovation dans le domaine de la lutte contre la désinformation. On sait que en 2020, que
toute la question de la gestion de l'information et la propagation des fausses nouvelles devient de plus en plus importante. On a en quelque sorte arrivé, je pense qu'on peut dire, à l'adolescence de l'Internet, en quelque sorte, puis là, on est en train de voir les différents fléaux qui peuvent survenir de tout ça. Donc, nous, vraiment, le but, c'est de créer une expertise acadienne et francophone, pour pas dire canadienne, dans la lutte contre la désinformation. C'est pour faire sûr que qu'on fasse partie de cette grande conversation-là qui se déroule actuellement, autant à l'échelle nationale qu'internationale. C'est également juste un autre aspect. C'est nous également, on a une visée pédagogique également avec cette plateforme-là. Donc, c'est la vérification des faits dans le cadre de ce projet-ci diffère un peu de ce qu'on pourrait appeler du journalisme traditionnel, dans le sens qu'on essaie de cheminer avec les gens et de les armer avec des outils qui vont permettre à augmenter leur résilience aux fausses nouvelles. Donc au niveau de notre méthodologie et tout ça, pour essayer d'inculquer aux gens certains outils au niveau de l'esprit critique qui leur permettra d'utiliser ces outils-là. C'est pas juste en consultant notre site web, mais en consommant de l'information de façon plus générale. Éric Daure, responsable des communications de la Société de l'Acadie du Nouveau-Brunswick. Merci d'avoir pris le temps de nous l'expliquer et de nous en parler. Merci beaucoup à vous, Bruno. Dans quelques jours, InfoPresse tiendra une conférence virtuelle intitulée « Événementiel post-COVID-19 ». Un beau prétexte pour parler de l'avenir de ce type de rencontres professionnelles, maintenant que les gens ont pris l'habitude des présentations devant leur ordinateur. Pour en parler, mais également parler notamment du fameux boycottage de Facebook par les grandes marques et de bien d'autres sujets, je me suis entretenu un peu plus tôt avec Arnaud Granata, le président du groupe InfoPresse et fin analyste de l'industrie des communications. Voici notre rencontre. Arnaud Granata, bonjour. Bonjour Bruno. Arnaud, d'abord, première question, comment ça va chez InfoPresse? Ben ça va bien. C'est sûr que c'est une période, incertaine, parce que c'est difficile de faire des prévisions, c'est difficile de savoir ce qui s'en vient. Puis je reprends souvent une phrase que disait Monsieur Legault dans ses points de presse, mais on construit l'avion à mesure qu'on le pilote. Donc je te dirais que c'est pas mal ce que je peux te dire en ce moment. Mais quand même, hein, j'ai dans tout ce paysage-là, quand j'ai vu, je pense que ça remonte à il y a 2 semaines, InfoPresse qui annonçait un événement. J'ai l'impression que, tu sais, ça fait longtemps qu'InfoPresse est là. Ça fait longtemps que vous êtes dans l'événementiel, dans ces rendez-vous professionnels, des gens des communications, du marketing. Et puis, de voir un événement qui apparaissait sur le radar d'InfoPresse, ça a fait comme du bien. C'était comme si c'était un signe qui disait, bon, ça commence à revenir un peu. Je dirais pas à la normale, c'est pas vrai. Mais psychologiquement, là, vous avez comme envoyé une petite détonation d'adrénaline. Ouais, mais en fait, c'est juste pour revenir en arrière, nous, ça a été un peu la traversée du désert au mois d'avril quand on a commencé le confinement au mois de mars. Nous, on organisait des formations et des conférences présentielles, donc on faisait rencontrer les gens. Donc c'est sûr qu'à partir du moment où on nous a dit les rencontres sont interdites, nous, ça a mis à plat à peu près tout notre modèle d'affaires, tout ce qu'on faisait. Donc, on a passé le mois d'avril à se demander comment on fait pour transformer les produits qu'on avait en présentiel, pour les transformer en ligne. C'est ce qu'on a fait. On est revenu le 1er mai avec d'abord, parce que c'est ça qu'on voulait mettre de l'avant, un programme de formation complètement transformé et mis en ligne. Donc, on a passé un mois à changer la pédagogie, à revoir les façons d'enseigner, et on s'est dit, OK, là, on est prêt à partir du 1er mai à proposer notre catalogue de formation. C'est la première chose qu'on a fait. La deuxième chose, et ce qu'on a fait dans les 2 dernières semaines, on s'est dit, on fait comment pour transformer nos conférences physiques, où là, c'est assez différent des formations parce qu'il y a une composante de rencontre, il y a une composante, il y a beaucoup plus de gens, il y a moins d'interaction. Oui, c'est le réseautage qui vient avec. Exactement. Donc, on s'est dit, on va faire un test, et c'est ce qu'on a fait avec la conférence la semaine prochaine. Et on a décidé de le faire sur un sujet qui nous préoccupait aussi, c'est comment on fait pour transformer un événement physique en événement virtuel. Et je crois que c'est un peu le but de cette conférence, c'est de réfléchir ensemble à ça va être quoi les événements
demain dans un monde où on peut pas se rencontrer physiquement? Ben, justement, puis c'est un peu la question que je veux te lancer avant la rencontre qui va avoir lieu le 7 juillet. Quand tu regardes ce qui s'est fait jusqu'à maintenant dans l'événementiel à travers les mois là, on a passé, puis tu le dis, hein, chez vous, vous avez revu la formation, là, vous êtes en train de revoir ces grandes rencontres où il y a énormément de gens qui se rencontrent. Comment tu vois le futur de ces rencontres-là, de ces événements-là? Mais moi, ce que j'ai vu, c'est il y a énormément de webinaires qui se sont donnés dans les derniers mois, des choses gratuites, des choses payantes. J'ai assisté à plein de choses. J'ai assisté la semaine dernière à Collision, une espèce de grosse conférence de plusieurs jours entièrement en ligne, où il y avait énormément de contenu. Je pense que le nerf de la guerre, c'est la qualité de la réalisation de ces conférences-là, parce que c'est pas vrai qu'on va passer 3 heures ou 7 heures devant un écran avec des Skype puis des Zooms un peu boboches. Puis la deuxième chose, c'est la qualité des interactions. Comment je fais pour savoir qui est là? Comment je fais pour faire de réseautage avec ces personnes-là? Donc, je pense que nous, un des défis qu'on s'est donné la semaine prochaine, puis c'est sûr que ça sera pas parfait, mais c'est à la fois de donner un contenu de qualité et d'essayer de favoriser les interactions. Parce que moi, de tout ce que j'ai vu, j'ai rien trouvé encore de formidable. Je pense qu'il va falloir construire des choses dans les mois qui s'en viennent. Il y a des plateformes qui existent aux États-Unis, au Québec, mais il va falloir trouver, les bonnes plateformes, puis la bonne façon de faire. Parce que c'est pas vrai, puis ça, on l'a vu avec notre programme de formation. On peut pas prendre une conférence présentielle puis se dire on va faire un copier-coller, la mettre en ligne. Je pense qu'il faut adapter la façon de livrer les contenus, adapter l'horaire. Donc, c'est tout ça, à mon avis, qu'on va apprendre dans les prochains mois. Quand tu regardes, tu prends un pas de recul et tu regardes ce qu'on a vécu dans les derniers mois au niveau de la communication, au niveau du marketing, as-tu l'impression que les marques, en général, ont bien fait? Moi, je pense que les marques ont en tout cas bien fait au début de rien dire puis d'attendre. J'ai vu beaucoup de messages d'empathie. Les marques étaient pas mal sur leur garde. Je pense qu'on revient dans une relance avec le déconfinement et les entreprises sont en mode communication vente là, parce qu'elles sont obligées de se remettre en mode vente. Oui, je pense que les entreprises ont globalement bien fait. Elles ont été empathiques. Elles sont un peu plus commerciales aujourd'hui puis c'est normal. Je pense que le défi, ça va être de rassurer les consommateurs, de faire revenir les consommateurs aussi dans les magasins, de faire revenir les consommateurs ou les clients pour les gens qui font du B2B dans des événements. Donc, je pense qu'il va y avoir un gros travail d'éducation dans les prochains mois. Puis le mot réinvention, là, nous, on l'a mis partout. Je sais que le domaine de la culture l'aime moins, mais dans le cadre du domaine des affaires, c'est pas vrai qu'on va attendre que le train passe. C'est sûr qu'il faut agir. C'est sûr qu'il faut tester des choses. Puis je pense que les entreprises qui vont être les plus performantes demain sont celles qui vont se réinventer puis tester des choses un peu en mode laboratoire en ce moment, parce qu'il n'y a personne qui a de solution. C'est un peu ce qu'on veut faire avec cette conférence-là, c'est de tester. Puis on va recevoir d'ailleurs l'équipe de Juste pour Rire qui a fait le premier festival en ligne. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est des gens d'événementiel qui se disent OK, on peut rien faire. Qu'est-ce qu'on peut faire en ligne? Comment on va le faire? On va tester. Ça va pas être parfait. Je sais qu'il y a aussi le festival de jazz qui l'a fait. J'ai trouvé ça super. Il faut innover. Il faut essayer d'inventer de nouvelles façons de faire. Mais je fais du mélange sur ce que tu dis. Quand je regarde les gens qui ont présenté des choses en ligne, parce que c'était là où on les présentait, je pense que l'innovation, en guillemets, elle vient beaucoup plus des gens de l'humour. Je pense notamment à des Phil Roy ou des Rachid Badouri qui offrent des performances en ligne ou, contrairement à ceux qui offrent des webinaires, on voit pas nécessairement les gens qui sont en formation, tandis que eux, et ils le demandent, c'est d'utiliser une technologie qui leur permet de voir une bonne partie de leur auditoire pour entendre la rétroaction. Ça, c'est très près d'être présent dans un endroit. Alors ça, c'est intéressant de voir, tu sais, parce que je compare un peu au festival de jazz. C'était chouette de les avoir sur YouTube, mais encore là, il manquait d'interaction avec... on voyait une performance, mais c'est tout. Mais c'est sûr que les humoristes ont toujours été très proches de leur public dans des salles, des cabarets assez petits. Sur le web, ils sont super présents sur les médias sociaux. C'est des contenus aussi qui se partagent bien, qui sont aussi bien faits pour vivre sur le web, avec une interaction, avec une rétroaction. Donc oui, les humoristes innovent beaucoup. Puis moi, j'ai vu aussi beaucoup de choses sur les médias sociaux. Tu sais, on diabolise souvent Facebook, Instagram, mais je prends l'exemple d'Instagram. J'ai vu énormément, que ce soit des humoristes, des animateurs, Marie-Pierre Morin l'a fait, Marie-Claude Lortie, aussi journaliste à la presse, qui fait des conversations plusieurs fois par semaine, des entrevues en direct. Je trouve que c'est sûr qu'il n'y a pas de modèle d'affaires qui est formidable encore par rapport à ça, mais au moins il y a de l'exploration, au moins il y a
il y a des gens qui essayent des choses. Puis je trouve que là-dedans, je suis sûr qu'on va trouver une façon de créer des modèles de revenus. As-tu l'impression que le monde des communications a pris le virage numérique dans cette pandémie, au Québec du moins? Ben moi, quand j'entendais déjà avant la pandémie des entreprises dire on est en train de prendre notre virage numérique, le virage numérique, tu sais, ça fait combien de temps qu'on en parle? C'est 10 ans, si c'est pas plus, que ces entreprises-là auraient dû prendre le virage numérique. Je pense que celles qui l'avaient pas pris avant, qui n'étaient pas un peu préparées, qui avaient même pas de site web transactionnel, ont dû se retrouver le jour de la pandémie vraiment dans la merde. Alors que je crois que ceux qui avaient amorcé des choses, même si c'était pas parfait, la pandémie a accéléré ces transformations-là. Je prends l'exemple d'un détaillant qui avait un site web, peut-être pas parfait, mais qui vendait déjà en ligne. Mais avec la pandémie, et ça représentait, je sais pas, peut-être 20% de ses revenus. Avec la pandémie, ce 20% de ses revenus-là, c'est probablement ce qui lui a permis de tenir pendant la fermeture de ses magasins. Donc, j'ai l'impression que ce que ça a fait, c'est que ce 20%-là, ben, il faut le faire grandir. Ça va devenir 30, ça va devenir 40, puis peut-être que demain, ça va devenir 100%. Je voyais Microsoft qui annonçait qu'il ferme l'ensemble de ses magasins. Il y a plein de compagnies, à mon avis, qui ne vont plus revenir en physique et qui vont prendre la place en virtuel parce qu'il y a une place à prendre. Et je fais juste un parallèle avec, encore une fois, avec les formations qu'on donne, mais on s'est rendu compte, quand on a commencé à faire de la formation en ligne, on s'est dit, c'est une phase de transition. Est-ce qu'on le donnait déjà avant? On l'a rendu disponible pour l'ensemble de notre catalogue, mais on va revenir après à du présentiel et on fait des sondages auprès de notre clientèle et peut-être qu'il y a un pourcentage de gens qui vont vouloir retourner en présentiel, même quand il y aura un vaccin. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert que assister à des événements, se former en ligne, c'est facile, accessible d'accès et c'est plaisant, on apprend. Donc, je trouve que, à mon avis, il va y avoir un leg, si je peux appeler ça comme ça, de cette crise-là. C'est que les gens vont avoir pris des habitudes et ça, c'est fait pour rester. En terminant, depuis quelques jours, on voit ce mouvement de boycottage de publicité sur les réseaux sociaux, des grandes marques, des joueurs canadiens, des joueurs québécois maintenant ont aussi annoncé qu'ils s'embarquaient là-dedans. Comment tu décodes ça, toi? Ben moi, j'ai envie de dire ça a pris ça parce que ces marques, il y a bien des occasions où elles auraient pu boycotter Facebook et d'autres qui, tu sais, je veux dire, on en a parlé souvent à l'émission dans les médias et ailleurs, mais les groupes haineux sur Facebook, c'est au nom de la liberté d'expression, Mark Zuckerberg qui permet à peu près tout et n'importe quoi sur cette plateforme. Il est temps. Les entreprises arrivent maintenant parce que elles sont un peu mises au pied du mur parce qu'elles savent que ça peut avoir des dommages sur leur marque dans les médias. Donc, elles n'ont pas le choix. Moi, j'aurais aimé qu'elles prennent des décisions avant. Et que là, j'ai l'impression qu'il y en a une qui en même temps, c'est bien, on va pas s'en plaindre, mais que tout le monde est en train de suivre. C'est temporaire aussi. Je sais pas si tu as vu, mais tout le monde s'est mis sur pause. Ils n'ont pas arrêté leurs investissements sur Facebook. J'ai hâte de voir ce qui va se passer au mois de septembre, au mois de décembre, au mois de janvier l'année prochaine, quand ces entreprises vont avoir besoin de Facebook, parce que Facebook est devenu un incontournable pour rejoindre des gens. Tout le monde, nous aussi, pour aller chercher des nouveaux consommateurs, des nouveaux clients, on utilise Facebook. Donc, je pense que ça va peut-être inciter Facebook a changé un peu, mais je suis pas dupe. Je pense que ces entreprises, elles vont vite retourner à leurs investissements publicitaires. Arnaud Granata, président du groupe InfoPresse. Je le répète, l'événement événementiel post-COVID-19, c'est le 7 juillet. Je présume qu'on peut aller s'inscrire à partir du site d'InfoPresse. Oui, c'est infopresse.com. Puis écoute, c'est un événement test. On visait 50 personnes. On en a 260 à date. Donc, c'est pas mal. Hein? C'est ce que je disais tout à l'heure. Arnaud Granata, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Merci Bruno, ça a été super intéressant. Merci. À une prochaine, au revoir. C'est maintenant le temps d'aller faire un tour du côté de Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, aujourd'hui, tu nous parles de l'impact de notre message sur notre site web lorsqu'on est commerçant par rapport à nos ventes, autant en ligne que nos ventes en magasin. Ben oui, parce qu'on l'a vu là, depuis le début de la COVID, les gens ont commencé soit à vendre en ligne, en fait, pour les commerçants, puis nous, en tant que citoyens, et avec le déconfinement récemment, on se dit, est-ce que ce commerce-là est ouvert? C'est quoi les conditions? Puis même depuis le début, on en a parlé de ça, c'est quel message les gens mettent un peu. Est-ce que c'est de la compassion, c'est émotionnel,
Et donc, cette semaine, j'ai fait une entrevue avec les amis du Tech 3 Lab, Sylvain Sénécal et Pierre Majoric-Léger, qu'on a déjà eu l'occasion de rencontrer dans le podcast ici, qui ont fait une étude grâce à Prompt, qu'on connaît grâce à notre collègue Luc Sirois. Et cette étude-là, ça a été justement pour poker les gens. Alors, en juin, ils ont fait des sondages, ils sont allés voir les gens, et c'est des experts donc dans ce genre d'analyse du data, et qui nous reviennent avec des conclusions qui vont d'ailleurs, il y avait un séminaire mardi, tout de suite après le séminaire, j'ai fait cette entrevue-là, et le résultat du séminaire et des études va être en ligne vendredi. Donc en même temps que le podcast. En même temps que nous, c'est comme ça, on est timé en pleine actualité. Donc, c'est une super entrevue. Puis, bon, Sylvain et Pierre Majoric sont les co-directeurs du Tech 3 Lab. Donc, qui de mieux pour nous parler de cette étude-là? Jean-François, merci pour cette rencontre qui est tout à fait à propos dans son timing. Et puis, comme d'habitude, d'ailleurs, avec les entrevues que tu fais. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Merci, Bruno. À la semaine prochaine. Merci, Jean-François. On a présenté aujourd'hui, ce matin, les résultats d'une étude très, très récente, des données qu'on a collectées en juin sur l'intention des consommateurs à retourner en magasin et principalement sur l'impact des messages COVID sur les sites web qui présentent les manières de retourner en magasin. Et on s'est intéressé à l'efficacité de ces messages-là. Et on a surtout comparé l'intention des Québécois versus l'intention du reste du Canada aux intentions aux États-Unis. Et les résultats sont fascinants. C'est une étude qui a été fait en collaboration avec notre partenaire Prompt qui finance notre recherche au Tech 3 Lab et à la chaire UX. Et c'était vraiment une étude qu'on a menée dans l'optique d'être capable d'informer pour aider à la relance économique, pour s'assurer que les détaillants, les entreprises du Québec là, puissent choisir les messages les plus efficaces possibles là, pour ramener les consommateurs en magasin. Super. Puis c'est Sylvain, ton collaborateur, qui a participé ou qui était plus impliqué dans cette recherche-là, si j'ai bien compris. On était tous très impliqués, mais c'est moi qui ai animé une partie du webinaire tout à l'heure, donc je peux en parler. Vas-y. Effectivement, la situation de la pandémie a fait en sorte qu'il y a des détaillants qui sont disparus ou en train de se restructurer sous la loi de la faillite, etc. Si je mentionne le dernier en liste, là, c'est Frank & Oak, Rittmans, Aldo, La Senza, Sportium, il y en a plein qui ont été touchés vraiment durement. Puis il y en a d'autres, en fait, tous les autres détaillants ont été aussi touchés parce qu'il a fallu qu'ils changent leur façon de faire. Donc, si je te dis par exemple une épicerie, ils ont vu leurs commandes en ligne exploser. Puis, il a fallu qu'ils gèrent ça. Puis, il y a plein d'autres commerces qu'il a fallu qu'ils gèrent comment je gère mon magasin physique là, maintenant que je peux réouvrir. Quel message je mets sur mon site web pour inciter les gens à venir visiter mes points de vente physiques. Puis, c'était vraiment le cœur de ce qu'on a fait. Le paradigme a changé aussi. Je pense que c'était les gens de La Vie en Rose qui disaient au printemps que le pattern des gens qui viennent en magasin viennent pour un achat immédiat, alors qu'avant, ils venaient regarder ce qu'ils voulaient. Maintenant, ils vont regarder en ligne et ils vont acheter directement en magasin. Est-ce que c'est des choses qui ont été validées par votre étude, ça? On a regardé un autre angle, mais effectivement, quand les personnes se déplacent en magasin, maintenant, la plupart du temps, c'est parce qu'ils sont allés sur le site web avant, ils ont magasiné, se sont informés, puis ils se déplacent juste quand ça vaut la peine maintenant. On ne va pas passer des heures au centre d'achat. La plupart d'entre nous, on va à une destination spécifique. Ce qui fait que le commerce électronique, ça représente juste 15% des ventes du commerce de détail en situation habituelle et 85% des ventes se font en magasin. Fait que quand tu coupes les vannes du magasin, à cause d'une pandémie, par exemple, que tu es obligé de fermer, écoute, là, c'est la catastrophe pour les détaillants. Ils ont des loyers à payer, plein de trucs fixes et en même temps, ils n'ont plus aucune vente à part une partie des ventes qui se fait en ligne, qui a grandi, mais qui n'a jamais compensé pour la fermeture des magasins. Et comment donc, quelle était la méthodologie que vous avez utilisée? Vous êtes allé rencontrer qui dans le cadre de cette étude-là? Ce qui nous intéressait, c'était vraiment de regarder le message qui était mis sur la page d'accueil des sites web dans le commerce de détail, puis comment ce message-là donnait le goût ou non aux consommateurs qui étaient exposés au message de retourner en magasin. Donc, on s'est intéressé de façon centrale au type de message. Fait qu'on a regardé le contenu du message. Puis là, je pourrais expliquer un petit peu tout à l'heure, mais il y a du contenu qui est plus émotionnel, il y a du contenu qui est plus tangible, du contenu plus informationnel. Puis le détaillant prenait un angle ou un autre. Puis ça avait un effet optimal ou non là, sur l'intention de revenir en magasin. Mais on a aussi regardé pas juste le contenu du message, mais aussi le design du message. Donc, est-ce que c'est juste du texte, puis des images, l'emplacement sur la page d'accueil, la longueur, la grosseur du message, etc.
Et ça, ce qu'on a fait dans le fond, c'est qu'on a choisi certains secteurs du commerce de détail. Puis là, je t'en nomme quelques-uns, là, mais épicerie, restauration, pharmacie, télécommunications, etc. Et on a pris des pages d'accueil et on a exposé ces pages d'accueil-là à des consommateurs. Donc, des pages d'accueil québécoises pour des consommateurs québécois, des pages d'accueil de détaillants de d'autres provinces canadiennes pour les autres provinces canadiennes et des détaillants américains pour des consommateurs américains. Donc, on est allé collecter des données par sondage dans ces 3 régions géographiques-là en les exposant à des messages, à des pages web. Puis, on mesurait ensuite la confiance qu'ils avaient envers le message, la satisfaction et, au final, l'intention de retourner dans ce magasin-là, de ce détaillant-là. Et je le rappelle, parce que la dernière entrevue que j'ai faite avec Pierre Magéré, qui remonte à quelques mois, quand tu parles de mesure, le Tech 3 Lab, vous mesurez, là, vous êtes des spécialistes là-dedans, mais en même temps, ça a dû être un gros défi parce que vous ne pouvez plus mesurer en personne, je présume, comme vous le faisiez avant avec des capteurs sur les gens pour les exposer directement à des stimuli. Donc là, vous avez vous-même fait face à des grands défis d'adaptation, j'imagine. Oui, autant le lab, pendant la pandémie, a fermé, puis on a trouvé des façons alternatives de collecter, autant cette recherche-là, c'est basé seulement sur des sondages, donc la recherche plus traditionnelle. Nous, habituellement, on est plus innovateurs dans la façon dont on va collecter la donnée, mais là, on s'est retranché dans quelque chose de plus traditionnel, effectivement. Qu'est-ce qui a été détecté? Est-ce qu'il y a des gens qui ont carrément réagi de mauvaise façon par rapport à certains messages? Tu sais, c'est pas tant réagir d'une mauvaise façon, c'est de lire un message puis que c'est pas satisfaisant comme message qui fait en sorte que ça te tente pas de retourner en magasin. Chez ce détaillant-là. Fait que c'est pas qu'ils vont jamais y retourner, mais présentement, c'était pas le bon message à leur donner. Tandis que d'autres détaillants, eux, sont de façon, je dirais, plutôt intuitive. Là. Ils n'avaient pas les résultats de cette recherche-là, mais ils ont trouvé le bon angle, le bon ton, la bonne visibilité. Et eux, vraiment, là, ils avaient des intentions de revenir en magasin beaucoup plus grandes que certains de leurs compétiteurs au Québec dans le même secteur. Par exemple, des pharmacies, là, il y en avait. Celui qui performait le mieux, c'était une pharmacie. Puis dans le bas du classement d'intention de revenir en magasin, il y avait aussi des pharmacies québécoises. Donc, à l'intérieur d'un même secteur dans le commerce de détail, ils ont utilisé des messages différents de façon un peu pressée, peut-être intuitive, ce qui pensait être le bon message. Puis il y en a que c'était pas optimal. Puis les consommateurs étaient moins confiants de retourner dans ces magasins-là. Les résultats les plus fascinants, puis Sylvain va les présenter dans un instant, c'est le fait que les résultats sont complètement différents pour le Québec que pour le reste du Canada et les États-Unis. Et c'est là que l'importance de faire de la recherche auprès des consommateurs québécois, puis des efforts qu'on a fait en collaboration avec Prompt, d'aller à la rencontre des consommateurs québécois, parce que on va avoir tendance, on a tellement d'informations là, pour nous aider à prendre des décisions. Et l'idée ici, le message qu'on va envoyer, c'est que faites attention, commerçants, détaillants, de voir ce que les Américains, ce que des think tanks américains présentement suggèrent. Présentement, nos résultats suggèrent que c'est pas la meilleure façon, c'est pas les meilleurs messages pour les adresser. Donc, Sylvain, parle-nous donc des principaux résultats. Oui, juste un exemple de ça au niveau du contenu du message. Là. Donc, vraiment, tu sais, ce qui a été véhiculé. Tout à l'heure, Jean-François, je te disais, tu sais, il y a 3 catégories qu'on a identifiées, émotionnel, informationnel, tangible. Émotionnel, c'est du type, on est avec vous, on lâche pas. Donc, ça, c'est un type de message qu'on peut mettre sur le site web d'un détaillant, effectivement. Un autre informationnel, on est plutôt dans on a revu nos façons de faire, nos heures d'ouverture, etc. Et le tangible, lui, c'est très pratico-pratique. C'est dire, ben, il y a 2 façons d'acheter chez nous. C'est en ligne, mais ensuite, vous pouvez attendre pour votre livraison ou venir dans le stationnement, puis quelqu'un va aller vous porter votre commande, etc. Tu sais, des choses très pratico-pratiques, très tangibles. Donc, ces 3 catégories-là, on voit que selon la région géographique, c'est complètement différent. Par exemple, aux États-Unis, ce qui fonctionne très, très bien, c'est l'émotionnel. Puis là, on parle dans la période de temps là, de juin, là, où est-ce qu'on a collecté les données. L'émotionnel aux États-Unis, c'est ce qui amenait le plus d'intention de retourner en magasin chez les détaillants. Au Québec, c'est la pire façon de faire, c'est d'avoir ce message-là présentement. Puis il y en a qui l'ont ou qui l'ont encore. Là. Un détaillant québécois qui utilise un contenu émotionnel, c'est pas la meilleure façon. On est plus dans le tangible. Donc, ou c'est plus la meilleure façon. C'est pas où ça évolue aussi, j'imagine. C'est ça qui est intéressant. Tu sais, nous, on a pris un coup de sonde au mois de juin. Peut-être que des messages chez un détaillant spécifique du mois de juin ont évolué dans le temps, puis qu'au mois de mars, il était plus émotionnel, puis que
avec l'évolution de la situation au Québec, se sont rendus vers une autre catégorie de messages, ou peut-être qu'ils ont toujours eu ce message-là. Tu sais, nous, on a pris juste un coup à un moment donné en juin. Mais présentement, quelqu'un qui a de l'émotionnel, ça ne fonctionne pas. Et si on regarde dans le reste du Canada, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que l'émotionnel, c'est ce qui performe le moins. Donc, ce que disait tantôt Pierre Majoric, c'est super important, là. Vous avez des détaillants au Québec qui prennent des décisions sur quasiment vitales là, sur leur site web, là, étant donné la situation de déconfinement. Tu veux que les gens reviennent te voir en magasin parce que c'est là que tu as le plus de ventes de toute façon. Et si tu ne prends pas la bonne approche au niveau de ton message sur ton site web, ou est-ce que les gens commencent à magasiner sur le web de toute façon, ben, tu n'envoies pas de trafic dans ton magasin autant que tu aurais pu. Puis cette différence-là va peut-être faire en sorte que tu n'arriveras pas à la fin du mois ou à la fin de l'année, là. Donc, c'est vraiment l'élément déclencheur qui va ramener ou pas les gens en magasin. Oui. Puis si tu dis, OK, tu sais, je sais pas, une boîte de consultants américains, on dit que la meilleure pratique, c'est l'émotionnel, ce qui est vrai dans leur marché. Il ne faudrait surtout pas prendre pour acquis que c'est vrai au Québec, au Canada, parce que c'est d'autres cordes sensibles qui font en sorte que les personnes retournent en magasin. C'est fort, hein? C'est là où on voit le côté essentiel de la recherche dans le domaine de l'expérience utilisateur. Si ce n'est pas un flow continu, puis c'est ça que tu dis aussi, je veux dire, vous l'avez fait en juin, vous devriez le faire encore en juillet, en août, en septembre. C'est constant parce que c'est un phénomène qui n'est jamais arrivé de notre vivant, là. Puis, tu sais, on est allé de façon plus spécifique aussi, par exemple, la richesse du message. Ça, c'est pas le message en tant que tel, mais c'est est-ce que le message est juste texte ou il est texte plus visualisation, graphique, etc. Et on voit que les messages de richesse plus basse fonctionnent à travers les trois groupes géographiques plus que les messages plus riches. Par contre, quand tu creuses, c'est-à-dire tu prends juste le Québec, puis là tu dis, OK, allons voir les pharmacies, puis allons voir les épiceries. Bien, les pharmacies, les messages qui fonctionnent le mieux pour amener des gens en pharmacie, c'est avec du texte seulement. Puis en épicerie, c'est le contraire. C'est texte plus visualisation, là, plus des images qui font que les gens ont plus l'intention de retourner en magasin. Fait que, tu sais, même géographiquement, on fait déjà un bon pas, là. Si tu dis, je me base sur de la donnée empirique québécoise, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi aller chercher dans ton secteur spécifique du commerce de détail, qu'est-ce qui fait que les gens retournent en magasin? Puis c'est pas vrai que la réponse est la même selon les différents secteurs du commerce de détail. Là, ça veut dire que les commerçants ils doivent être extrêmement à l'écoute des feedbacks ou de comment les gens reviennent. Là, ils n'ont pas des chercheurs comme vous dans leur salon. Comment ils font pour s'en sortir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois de déconfinement, là? C'est un peu notre rôle, puis via le financement qu'on a à travers Prompt, là, d'être capable d'aider à la relance via cette recherche-là. Puis aujourd'hui, d'en parler avec toi pour le communiquer à ton audience. On va rendre le rapport disponible gratuitement sur le site web de la chaire UX, ainsi que la vidéo du webinaire qu'on vient d'offrir gratuitement. Super. Donc, il sera sur YouTube. Donc, si des gens veulent le réécouter et de voir un peu les insights là, issus de cette recherche-là, dans le but là, de pouvoir le plus possible mobiliser les résultats de cette recherche. Puis l'idée de ces résultats-là, c'est de les sortir rapidement, c'est que c'est maintenant qu'il faut avoir le bon message sur son site web parce que c'est critique, là, la relance des détaillants au Québec. Là. C'est une industrie parmi tant d'autres qui est affectée, mais elle est vraiment affectée. Merci Jean-François. Hey, merci. Pierre Majoric, merci. Merci, à bientôt. Si vous étiez avec nous la semaine dernière, vous vous souviendrez peut-être que Stéphane Ricoul nous parlait de l'identité numérique. Le sujet vous a fait réagir et cette semaine, il revient sur le sujet pour répondre à des commentaires reçus sur le sujet. Mon précédent billet portait sur l'importance que notre gouvernement aille de l'avant avec son projet d'identité numérique et avec quelques réserves associées, dont celle de la gouvernance. C'est ce point qui a soulevé le plus de remarques suite à sa parution. Je vous dirais à juste titre, car aucun gouvernement de partout dans le monde ne peut prétendre être d'une efficacité redoutable dans la livraison de projets informatiques pour toutes les bonnes et toutes les mauvaises raisons que l'on connaît. De là l'importance de partir un tel projet du bon pied, histoire de maximiser les chances de livraison. Cette gouvernance se devra d'être décentralisée et déverticalisée. À ce propos, Gilles Babinet,
pour l'Institut Montaigne, écrit « Cette verticalité uniquement descendante est évidemment contestée, parce qu'elle nie le plus souvent la nature même des individus. Cette forme de négation aboutit à la brutalisation du commun des mortels par la complexité des processus bureaucratiques. La construction de la norme et des politiques publiques nouvelles ne fait que peu l'objet de concertation avec les usagers. » Il parle ici de la réalité française, mais que nous pourrions transférer chez nous qu'avec peu de modifications, si, dans le cas du projet d'identité numérique, l'usager, donc le citoyen, n'est pas partie prenante dès le départ. Si je me fie à ce qui peut marcher avec des projets innovants, qui font grandement appel au numérique, je me dis que chaque ministre, chaque haut fonctionnaire et chaque partie prenante du gouvernement dans ce projet devrait participer à des séances de réflexion où sont mixés l'ensemble des parties impactées, soit le monde des affaires, mais aussi la partie civile de notre société. Pour la partie civique, j'ai bien confiance que le gouvernement va l'inclure de par sa nature en termes de gestion des risques. En gros, on parle d'ateliers de co-création composés d'une représentativité de notre société. Ou encore une fois, pour paraphraser Gilles Babinet, il faut que l'État redevienne capable en matière de gouvernance de projet et maîtrise les subtilités de la conception de type design thinking. Et ce n'est pas moi qui le dis ici. Avec une gouvernance solide, bien réfléchie, alors nous pourrons nous mettre en mode plateforme, comme l'Estonie, avec une multitude de services numériques qui pourront être rendus et qui pourront aussi évoluer facilement, puisqu'avec une valeur ajoutée non plus basée sur la technologie, mais plutôt sur la donnée. De plus, et c'était un des commentaires formulés suite à l'apparition de mon dernier billet, que je me permets de reprendre ici, il sera impératif que la gouvernance de ce projet puisse apporter une assurance quant à la transparence, à la sécurité, au coût des opérations, et voire même puisse faire en sorte que ce projet soit une source de revenus pour les citoyens. Deux autres points importants sont ressortis lors de l'annonce de ce projet, la technologie, qui sera utilisée basée sur la blockchain, et l'absence d'un consensus avec le gouvernement fédéral. Sur ce dernier point, il faudra effectivement que le fédéral soit considéré dans la gouvernance de ce projet, car on peut se permettre de penser qu'en tirant ou en étant les premiers avec ce genre de projet, on jette les bases de ce qui pourrait être une norme et que l'on souhaitera forcément homogène à travers un pays et non pas seulement une province. Ça nous permettra de ne pas avoir à négocier plus tard pour ne pas devoir tout recommencer quand le fédéral s'y mettra. Quant à l'inviolabilité de la blockchain, qui semble être de plus en plus remise en question, comme le soulignait Michel Blanc dans son propre billet sur le même sujet, et qui faisait référence au Blockchain Security Issues 2019, pourquoi ne pas prendre réellement une longueur d'avance sur tout le monde et y aller avec l'informatique quantique? Là au moins, on ferait figure de nation pionnière. Alors là, on fait un peu spécial pour terminer cette édition de Mon Carnet. Thierry Weber, cette semaine, est en mode van life. Vous allez comprendre dans un instant. Alors, question de partager l'expérience à distance. Je vous propose cette carte postale sonore qu'il nous a envoyée de sa Suisse bien-aimée. Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de Mon Carnet. Une fois n'est pas coutume, je vais parler beaucoup plus lentement. C'est en pleine nature, une nature qu'on peut entendre et qui est en train de se réveiller. C'est la fin de journée, donc elle se réveille en action, puisque le vent se lève et le mauvais temps, la pluie vont probablement arriver d'ici cette nuit. Vous avez aussi le bruit des oiseaux, histoire de vous faire profiter d'un point de vue sonore en plein milieu d'une forêt suisse. Lieu dans lequel j'ai décidé avec Yoko, oui c'est le petit nom de ma newsroom mobile, de m'installer pour la nuit avant de reprendre la route très tôt demain matin, puisque elle et moi nous sommes sur un road trip en forme d'interview, à moins que ça soit le contraire, puisque tous les jours on va à la rencontre d'entrepreneurs, d'innovateurs, de chefs d'entreprise. Premier mandat qui nous a été confié avec Yoko, un personnage à part entière, ce véhicule.
Et moi-même, eh bien effectivement, bourlingon comme ça, un peu partout en Suisse, pour aller à la rencontre de ces personnes et de les mettre en image sous la forme de ces interviews qui serviront à un événement qui se tiendra en septembre prochain. Alors pendant que je reprends mon souffle et puis que je vous laisse profiter de l'environnement sonore, cette capsule, elle a quand même un lien avec le sujet que je voulais traiter aujourd'hui avec vous ici dans mon carnet. C'est l'explosion de la location de camping-cars, de fourgons ou de vannes aménagées. Ma collègue Victoria aime appeler Yoko mon camion. Alors rassurez-vous, ça a tout sauf le look d'un camion, hein. C'est un fourgon aménagé qui, comme les Volkswagen, comme les grandes marques qui nous viennent à l'esprit, comme les camping-cars, enfin tous ces, ou les compacts, puisque c'est les termes techniques qui régissent les types de véhicules de loisirs, eh bien toute cette gamme de véhicules connaît un succès incroyable ici en Suisse, puisque voilà, beaucoup de mes compatriotes ont décidé de jouer la carte du tourisme local ou national, dira-t-on. Occasion pour nous de redécouvrir, comme ici ce soir, eh bien, d'autres coins de la Suisse. On n'a pas besoin d'aller très très loin dans notre pays. Je pense très souvent à nos amis canadiens, québécois qui ont aussi de grandes étendues. Alors là, certes, le territoire est un peu plus petit. Et force est de constater que le marché, que le business de la location et même de la vente de ce type de véhicule est en train d'exploser. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec plusieurs professionnels ou acteurs dans ce domaine. On a aussi nos amis de MyCampers, donc ce fameux site où vous pouvez un peu à la façon Airbnb proposer votre véhicule à la location. Alors, au lieu qu'il dorme comme ça sur la place de parc ou juste devant chez vous ou bien dans un garage, eh bien sachez qu'effectivement ce genre de plateforme, il en existe plusieurs. Il y a WikiCampers pour l'Europe et la France. Eh bien ce genre de plateforme propose aux possesseurs de ce type de véhicule de les louer et ainsi de rentabiliser eh bien pas mal du tout, hein, de façon vraiment efficace l'absence de mouvement, enfin la stagnation de ce type de véhicule, puisque on est pratiquement dans les tarifs tout véhicule confondu à environ 150 francs suisses, 150 € par jour de location, même si c'est de particulier à particulier. Et comme la plupart de ces plateformes conseillent aux loueurs de proposer le véhicule sur 4 voire 5 jours minimum, je vous laisse faire le calcul des revenus que cela peut engendrer. Alors en période de crise, puisqu'il faut rappeler qu'il y a cette crise du Covid ou de la Covid, eh bien il y a la location, mais il y a aussi l'achat. La vente est incroyablement impressionnante. Les niveaux et les quantités de véhicules qui sont vendus ces jours-ci est incroyable. On a plusieurs médias suisses qui en parlent déjà depuis un bon mois, hein, puisque le beau temps est quand même de retour. Enfin, le soleil, le chaud sont là bien présents. Et force est de constater qu'il y a des gens qui sont carrément partants pour acheter un nouveau véhicule neuf entre 60 000, 70 000, voire 90 000 ou 90 000 voilà, francs pour eh bien partir à l'aventure ici sur sol helvétique. Alors nos frontières s'ouvrent. J'ai discuté avec un tenancier de camping qui me disait il a beaucoup d'annulations de nos amis suisses-allemands qui avaient initialement prévu de venir ici dans nos contrées francophones, ici en Suisse romande. Et force est de constater que quand ils ont vu que le Portugal, l'Espagne ouvraient leurs frontières, ils décidaient de changer de destination. Et puis pour certains, effectivement, ils ont décidé d'aller encore plus au sud, encore plus au chaud. On ne sera pas en reste avec cette météo cet été. Et puis j'adore l'idée de pouvoir effectivement revenir à découvrir comme ça la Suisse et tous ces petits coins, que ce soit en montagne ou en plaine. Les offices du tourisme redoublent d'efforts pour attirer justement les Suisses à consommer suisse. Et s'il y a bien un créneau qui est en train d'exploser, c'est effectivement le véhicule de loisirs qui connaît un boom incroyable, à croire que mes compatriotes ont encore des réserves financières pour cela. Voilà, c'était presque en direct de Suisse. Je fais un clin d'œil à mon live.
pour bien vous permettre, dans cette capsule audio, dans cette chronique de mon carnet, de vous emmener un peu avec moi, même s'il n'y a pas la place pour tout le monde, à bord de Yoko, que vous pouvez d'ailleurs trouver sur son compte Instagram. Elle a son propre compte Instagram et je vous laisserai aller découvrir les photos du jour ou du soir qu'elle a décidé de partager avec la communauté de vanlifers et d'amoureux de la van life. Vous aurez comme ça ainsi l'occasion de mettre des images sur le son que je partage encore un petit peu avec vous, et je vais me rapprocher de la forêt pour terminer cette capsule et vous faire sentir vibrer au son du vent qui traverse ces arbres. C'est vraiment un spectacle superbe. Et dommage de ne pas pouvoir amener l'image au son, puisque à quelques mètres de là, j'ai une vue incroyable sur un de nos lacs suisses. Voilà, vous le découvrirez d'ailleurs aussi en images sur les photos. Allez, je me tais et je vous laisse encore quelques secondes de bruit de forêt. Et je vous dis, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant. Et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs Jean-François Poulin, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Je vous le rappelle, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que Mon Carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple, vous les invitez à passer visiter la plateforme de podcast de leur choix. C'est sûr qu'ils vont trouver Mon Carnet. Sinon, il y a toujours le blog moncarnet.com. Et si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux, en utilisant le hashtag Mon Carnet, en utilisant l'adresse en un mot podcast Mon Carnet, ça c'est en un mot, @gmail.com, ou encore par le blog moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Au revoir. Portez-vous bien. Production GoulielMinetti.com